Dans les découpages du Pays d'en haut, habituellement, c'est la vache, la reine. Mais depuis une vingtaine d'années, une nouvelle venue colonise les pâturages, la brebis laitière. Allez, Momo, vas-y. En 2000, on a vendu les dernières vaches et puis on a gardé plus que les brebis laitières. C'est venu un peu petit à petit, c'était déjà principalement un peu économique. On voyait que les vaches laitières, ça baissait, le prix du lait baissait chaque année. L'idée est venue par ma cousine, mon oncle a sa troisième fille qui est née, qui était allergique au lait de vache. Et puis c'est pour ça qu'au début, il a acheté 6 brebis laitières. Et puis de fil en aiguille, c'est ce qui a donné un peu l'idée, quoi. Là, on a compté ce matin, il y a 533 qui vont passer l'été. On est un peu considérés comme des illuminés, un peu des... Ouais, on a abandonné les traditions, on était un peu mal vus, entre guillemets, quoi. Là, elles sont pressées de monter, elles aiment bien monter. Il y a de l'herbe tendre. Donc on voit qu'elles poussent derrière. Montées dans le brouillard à la mi-mai, les brebis laitières passeront tout l'été à plus de 1500 mètres d'altitude, réparties dans 2 alpages. En tout, le troupeau compte 800 bêtes et 2 chiens de protection qui veillent jalousement sur elles. À 16h30, c'est l'heure de la traite pour les 300 brebis de l'alpage de Cros-Dessus. Le père et le fils cadet de la famille Anchaud sont à la manœuvre. Ce soir, il va y avoir à peu près 250 litres. Et puis le matin, il y a un peu plus, on est autour des 315, je crois. Là. Au fil de la saison, le lait il diminue gentiment. Les brebis, elles avancent dans la lactation et puis ça va en diminuant. Ce qui change par rapport à des vaches, c'est que elles sont beaucoup plus adaptées aux montagnes là parce qu'elles peuvent aller dans des endroits beaucoup plus escarpés, raides. Et puis du coup, elles arrivent beaucoup mieux à valoriser la montagne que des vaches. Les brebis laitières ne colonisent pas que la montagne. On en trouve aussi en plaine, comme ici à Orsonnens, dans le berceau du Gruyère, tout près de Romaux. Depuis 5 ans, la famille Genoux s'est lancée dans l'aventure sur son domaine de 37 hectares, de quoi nourrir 130 brebis laitières. Pour la brebis, il faut encore du meilleur fourrage que la vache, quoi. Il faut vraiment le meilleur des fourrages qu'on puisse faire, quoi. Elles aiment le bon. Elles aiment le bon, voilà. Et on peut dire que c'est un nouveau métier quand même, parce que c'est totalement différent de la vache, quoi. Il faut apprendre de A à Z, quoi. C'est un apprentissage. Et on s'est un petit peu renseigné. Moi, j'ai fait des recherches Google, un peu comme tout le monde. J'ai cherché brebis laitières, c'est en Suisse. J'ai trouvé un article. Alors, on a acheté des petites agnelles qui avaient 2-3 semaines. On les a élevées d'abord avec le biberon. Puis le 16 avril 2018, on a commencé à traire dans cette installation. Des brebis qui produisent 2 à 3 litres de lait par jour en moyenne, tout au long de l'année, à condition de répartir les périodes de reproduction du troupeau sur 12 mois. Comme ça, on a du lait toute l'année. C'est aussi pour la fromagerie. Pour eux, c'est avantageux. Et puis, c'est clair qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de lait l'automne puis qu'en avoir beaucoup au printemps, ça ne va pas, quoi. Et avec la demande, les produits, il faut du lait toute l'année. Arrête! C'est la moins coopérative de l'équipe. Ce soir, David Genoux amène 120 litres de lait à quelques centaines de mètres de sa ferme, à la fromagerie du Molaison. Avec la production des 4 autres éleveurs de brebis des environs, c'est à peine 5% des 9 millions de litres de lait que cette fromagerie transforme chaque année.
début des années 2000, on a eu des demandes, notamment de Migros, mais également de Coop, qui, eux, étaient intéressés pour avoir des produits de la région au lait de brebis. Avant, ces produits, c'était tout le temps des produits importés, donc il y avait quelques, peut-être, productions fermières, mais pas des productions qui permettaient de répondre à une demande d'un grand distributeur. Une demande des consommateurs suisses, grands amateurs de produits laitiers qui choisissent de plus en plus souvent des produits à base de lait de brebis. Ils les jugent plus digestes. La fromagerie du Molaison décline son lait de brebis en différents produits. Elle fabrique du fromage à pâte mi-dure, le faya, de la raclette, mais aussi des fromages frais et de la fondue. Et surtout son produit phare, le yogourt, qui représente 30% de la production. J'aime à dire que le yogourt de brebis, c'est vraiment la crème de la crème des yogourts. Parce que comparé au lait de vache, qui est beaucoup plus usuel, le yogourt de brebis, c'est un lait qui est extrêmement riche. Il a presque 2 fois plus de matière grasse. Il a 1/3 de protéines en plus, comparé à du lait de vache classique. Le processus de fabrication est extrêmement simple. C'est 100% du lait. Et le seul ajout qu'on met, c'est les ferments pour que ça se transforme en yogourt. Et c'est tout. Un yogourt qui coûte plus cher puisque le lait de brebis est payé aux producteurs entre 2,60 francs et 2,80 francs le litre, au lieu d'environ 90 centimes pour le lait de vache destiné aux gruyères. Alors, pour faire passer la pilule, les supermarchés ont une astuce. Ils ont réduit la taille des pots, 130 grammes au lieu de 150 ou 180 pour leur cousin au lait de vache. Par rapport au yogourt de vache, c'est un peu environ 50% plus cher. Après, au niveau consommateur, chaque filière définit son propre prix de vente. Et c'est là que le consommateur paye le prix fort. Le yogourt de brebis de la fromagerie du Molaison est vendu 1,28 franc les 100 grammes chez Manor, 1,38 chez Migros et 1,42 chez Coop. En comparaison, un yogourt au lait de vache coûte 25 centimes chez Migros, 50 centimes chez Coop et 52 centimes chez Manor. En résumé, un yogourt de brebis peut coûter 5 fois plus cher qu'un yogourt au lait de vache. Retour dans le pays d'en haut, où la fromagerie du Sapalais est installée au milieu des vaches, à Rossinière, dans la zone de production de l'Étiva. Pourtant, dans cette entreprise familiale qui emploie 25 personnes, la spécialité, c'est le fromage de brebis bio. Ce matin-là, les fromagers sont occupés à mouler leur produit le plus demandé, le berger d'en haut, un fromage à pâte mi-dure. Ça, c'est le lait d'hier soir, qui est déjà transformé. Alors, le lait de brebis, il est beaucoup plus riche en matières grasses et protéines. Donc, on a beaucoup plus de rendement. Ça veut dire qu'avec 1 litre de lait, on fait beaucoup plus presque 2 fois plus de fromage qu'avec du lait de vache. Un meilleur rendement, d'accord, mais avec un lait de brebis bio qui est acheté aux producteurs le triple du prix du lait de vache de fromagerie bio. On a donc un fromage beaucoup plus cher. Si on compare un gruyère qui va se vendre autour des 28 francs, autour des 28, suivant là, 28-30 francs dans un magasin, avec un fromage comme ça, le berger d'en haut sera autour des 42-45 francs le kilo. Donc il y a quand même une différence. Ça veut dire que c'est un produit de luxe ? C'est un bon produit. Pour les personnes qui aiment les bons produits et qui sont prêts à mettre le prix pour ça, quoi. Pour se faire plaisir. Mais le principal obstacle à la consommation de fromage de brebis suisse n'est pas forcément son prix, c'est le manque d'habitude des consommateurs qui ne connaissent pas son goût. Souvent, on fait des marchés ou des foires pour faire découvrir nos produits. Et puis, on a des gens qui arrivent et qui disent « Oh, moi, j'aime pas le lait de brebis. » Puis, j'aime pas le lait de brebis, j'aime pas ça. Et puis, on leur fait quand même goûter. Puis, « Ah ouais, je suis surpris, ça reste doux, j'aime bien. »
Les gens confondent souvent avec le lait de chèvre qui est quand même fort en goût. Du brie, du camembert, des fromages frais, des pâtes mi-dures et même des pâtes dures. Au Sapalais, le lait de brebis est décliné sous toutes ses formes. Joachim Anchaud frise d'ailleurs le blasphème avec son mouton noir, de grandes meules, travaillées à la mode du gruyère et au goût corsé. Là, il faut la traite du troupeau en un jour. Ça fait 4 pièces comme ça. Ça veut dire 200 brebis? Donc à peu près 200 brebis pour un fromage comme ça. Et la nouvelle spécialité du Sapalais, c'est un bleu de brebis qui rappelle un peu le roquefort. On voit que c'est un peu un engouement des consommateurs suisses actuellement. De plus en plus, ils s'intéressent aux pâtes persillées, les bleus. Ouais, il est bon. Ah, c'est bon, on peut le vendre. Ah, moi, j'ai voulu faire un bleu assez doux. Donc, pour un bleu de brebis, il est beaucoup plus doux qu'un roquefort, par exemple, qui est aussi au lait de brebis. Pour justement répondre à une plus large éventail de consommateurs suisses, qui sont moins habitués au bleu fort. Des fromages de brebis qui peut-être supplanteront bientôt les fromages au lait de vache. Après, je pense que la vache est quand même bien ancrée dans les traditions et dans les mentalités. Et puis après, je pense aussi que le marché du fromage de brebis en Suisse est quand même assez limité, à mon avis. Donc les brebis dans le pays d'en haut, elles ne vont pas remplacer les vaches? Non. Vous êtes sûr? Oui. Laurence Margot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous au bord du lac de Bray. Vous êtes diététicienne indépendante. Est-ce que d'abord vous buvez du lait de brebis? Alors, il m'arrive d'en acheter pour faire des dégustations comparées dans le cadre de formation et de découverte des différents produits laitiers. Mais en standard, je n'achète pas de lait de brebis. Par contre, je mange du fromage à base de lait de brebis. Le lait de brebis est 2 fois plus riche en matières grasses et en protéines que le lait de vache. Et pourtant, on dit de lui qu'il est plus digeste que le lait de vache. Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence d'un point de vue purement diététique? Oui, c'est une fausse croyance. Dans la mesure où lorsque vous avez un problème de digestion, ça peut venir de plusieurs choses. Une histoire de fibre alimentaire, mais dans ce cas, en termes de lait, ce n'est pas le problème. Une histoire de matière grasse, mais là, le lait de brebis est plus riche en graisse que le lait de vache, donc ça n'a pas d'explication. Ou une histoire de lactose avec une personne qui serait intolérante au lactose. Mais dans ce cas-là, tous les laits de mammifères contiennent du lactose et c'est donc pas une raison. Mais qu'est-ce qui expliquerait alors que les amateurs de lait de brebis le jugent plus digeste? Alors peut-être que s'ils ont l'impression avant de le consommer que ça va leur faire du bien et que ça va passer, le produit va mieux passer. Une sorte d'autocroyance. Oui, exactement, autoconviction. Ça peut être aussi le fait que les globules gras du lait de brebis sont plus petits que ceux du lait de vache. Et donc, au niveau de l'intestin, ils ont tendance à passer un peu plus facilement la barrière intestinale. Donc là, on est purement dans la sensation alors. Oui. Ouais. Et la troisième chose, c'est que c'est un produit qui est cher. Et donc, peut-être ils vont en consommer moins. Et que la petite quantité de lait de brebis et le lactose qu'il contient, si cette personne ne tolère pas très bien le lactose, va pas avoir la même influence qu'un grand verre de lait de vache chez cette personne-là. Vous avez abordé la question de l'intolérance au lactose. C'est vrai qu'on recommande aussi le lait de brebis en cas d'intolérance au lactose du lait de vache, mais ce lait de brebis, il contient presque autant de lactose qu'un lait de vache, alors pourquoi cette recommandation? Mais non. Alors, on trouve effectivement cette recommandation sur certains sites Internet, mais clairement, moi, je ne donne pas ce conseil-là parce que le lait de brebis, le lait de chèvre, le lait de jument, le lait de bufflonne, le lait de baleine contient du lactose. Et si vous êtes réellement intolérant au lactose, vous n'allez pas les supporter. Merci beaucoup pour ces explications. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Avec les grandes chaleurs, on se rend compte à quel point le frais peut être agréable, parfois même salutaire. Vos aliments se disent certainement la même chose lorsqu'ils sont confortablement installés dans votre frigo. Mais comment bien les ranger pour qu'ils ne s'abîment pas trop vite? Trucs et astuces avec Valérie Demière et son expert. Si un jour, un spécialiste de l'hygiène dans les restaurants jette un œil dans votre frigo, voici ce qui pourrait arriver.
C'est important de ranger son frigo pour pouvoir conserver les produits plus longtemps. À savoir que dans un frigo, vous avez de l'air froid et si votre frigo est surchargé, eh ben, cet air froid ne va pas pouvoir passer à travers les aliments et donc pouvoir les conserver nettement moins longtemps. Ranger son frigo, oui, mais pas n'importe comment. Il faut regarder dans le manuel ou s'armer d'un thermomètre pour déterminer où est la partie la plus froide. Si la partie la plus froide est en bas, aux environs de 0 à 2 degrés, vous allez placer tout ce qui est viande et poisson cru. La partie du milieu, aux environs de 3 degrés, les denrées cuites. Et puis la partie supérieure, aux environs de 6 degrés, qui seront plutôt les produits laitiers. Et puis dans le bac à légumes, qui va se retrouver aux environs de 7 à 8 degrés, les légumes et les fruits. Et ainsi, vous allez pouvoir conserver plus longtemps vos aliments. Et qu'est-ce qu'on met dans la porte du frigo? Alors généralement dans la porte, puisque là la température est encore plus élevée, ça va être surtout les boissons. Toujours pour conserver plus longtemps ces aliments, notre expert a quelques conseils. Ce serait intelligent de les sortir de leur emballage d'origine et puis les mettre dans un bac avec un couvercle ou un papier film et puis après le ranger dans votre bac à légumes. Idem ici pour ces mini concombres. Si maintenant vous avez des légumes du jardin comme ici la rhubarbe, il serait bien de nettoyer pour éviter d'avoir de la terre dans votre frigo. Les réseaux sociaux regorgent de système D, comme rincer les fraises à l'eau et au vinaigre avant de les éponger. Pour ma part, en tant que professionnel, il n'y a aucun intérêt. Les fraises ont tendance à se gorger d'eau, donc si vous les trempez dans de l'eau et vinaigre, il y a un risque qu'elles absorbent ce vinaigre. Comme badigeonner les moitiés d'avocat avec de l'huile. Ça fonctionne puisque la matière grasse est un élément protecteur qu'on utilise ailleurs dans l'alimentation. Les fruits rouges peuvent aussi être conservés plus longtemps si on utilise cette astuce. Comme ils contiennent beaucoup d'eau, ce serait d'utiliser un bac, de mettre un papier ménage au fond pour absorber justement cette humidité et puis de sortir vos petits fruits de l'emballage et de les mettre dans votre bac sans que ce soit trop entassé, ce ne serait pas bon. Vous allez pouvoir le conserver quand même 3-4 jours sans problème. Voilà pourquoi on devrait déballer, parce que automatiquement vous avez de la moisissure si vous les laissez trop longtemps dans votre emballage d'origine. Comment est-ce qu'il faut conserver de la salade emballée? L'idéal, si vous voulez la garder plus longtemps, ce serait justement de déballer votre salade, d'enlever le tronc, de la laver, de l'essorer mais pas trop, de garder un tout petit peu d'humidité, c'est l'inverse des petits fruits, et après de mettre votre salade dans ce genre de sachet, fermer hermétiquement et puis mettre au frigo. Et là, vous allez pouvoir conserver votre salade sans problème 5 voire même une semaine. Enfin, nettoyer régulièrement l'intérieur de son frigo, c'est aussi essentiel. Toutes les 4 à 6 semaines, selon notre expert, avec de l'eau chaude et un peu de bicarbonate. Karim Echler, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu de Neuchâtel pour nous rejoindre ici. Avec plaisir. Vous travaillez chez foodwaste.ch. C'est une association d'utilité publique qui lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai que tout le monde, ou presque tout le monde, laisse traîner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des aliments dans son frigo. Donc on va faire un petit point avec vous sur cette fameuse date de péremption. D'abord, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle donne comme information aux consommateurs? On me pose souvent cette question. En fait, la loi prévoit 2 systèmes de datation. La DLC, la date limite de consommation, c'est lorsque vous voyez sur votre produit à consommer jusqu'au. Ça, c'est une date qui est obligatoire et c'est vraiment sur les produits qui sont périssables, difficilement conservables, on dit sensibles dans le jargon. Ça concerne par exemple les produits carnés, les produits de la mer ou les pâtisseries. De l'autre côté, il y a la DDM, la date de durabilité minimale. C'est lorsqu'il est écrit à consommer de préférence avant le. Ça, il n'y a rien à voir avec la sécurité, c'est seulement une indication pour le consommateur qui sache grosso modo jusqu'à quand le produit peut être consommé et jusqu'à quand il conserve toutes les qualités de son produit d'un point de vue gustatif, olfactif et aussi au niveau de la texture. Alors quels sont les produits justement qu'on peut consommer bien au-delà de cette fameuse date de péremption et quels sont les produits où on doit vraiment se méfier et être attentif à cette date? Alors en fait les produits carnés, les produits de la mer ou les pâtisseries puisque ça contient de la crème, faut éviter de les consommer après cette fameuse DLC, après à consommer jusqu'au. A contrario, il y a certains produits comme par exemple le chocolat que je vous ai ramené aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes gourmand François. Absolument. Il y a 2 types de plaquettes avec moi aujourd'hui tout simplement parce qu'il y en a une que j'ai achetée tout à l'heure et une autre qui est passée depuis 10 mois. Et c'est à ça que je voudrais en venir avec vous. Certains aliments, pour répondre à votre question, peuvent être consommés jusqu'à 360 jours après cette fameuse date de durabilité minimale. Alors on peut peut-être faire l'exercice parce qu'effectivement si vous les ouvrez, est-ce qu'il y a une grande différence?
Eh bien, on constate que, évidemment, il n'y a pas une grande différence. En tout cas, d'un point de vue visuel, comme je vous ai dit, faites confiance à vos sens, observez, sentez. Je ne sens aucune différence. On le disait, on laisse presque tous traîner dans son frigo un bon vieux ketchup ou un tube de mayonnaise. Est-ce que pour ces produits-là, la date de péremption, elle sert à rien? Je dirais pas à rien. Il y a effectivement certains types de denrées alimentaires où on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une date? Je pense notamment au sucre, au sel, au vinaigre, aux spiritueux ayant plus de 10% d'alcool, où là, ce n'est pas obligatoire et on peut les conserver, comme vous le savez, assez longuement si on les conserve dans des bonnes conditions. Merci beaucoup Karim pour ces explications et d'autres informations sur le gaspillage alimentaire, la sécurité alimentaire et les dates de péremption sur votre site internet foodwaste.ch. La Suisse est souvent considérée comme un îlot de cherté par les touristes qui la visitent. Pour faire mentir cette réalité, Charles Rannemann sillonne la Suisse romande à la chasse aux activités gratuites ou bon marché. Passer une journée sur la Riviera vaudoise à moins de 30 francs possible, le défi est lancé. Salut la Riviera vaudoise, toi et moi on va passer la journée ensemble. On m'a confié une mission, faire 3 activités et découvrir une spécialité locale et le tout pour moins de 30 francs. On verra si j'y arrive, allez, c'est parti. Première activité sur les hauteurs de Vevey, le musée de Chaplin. L'entrée plein tarif coûte 29 francs et voilà, c'est plié, fin du game. Non, pas tout à fait, en réservant en ligne au moins 5 jours à l'avance, le prix du billet aussi entre 20 et 24 francs, moins cher en début de semaine, plus cher le week-end. Aujourd'hui, le billet m'a coûté 22 francs. Charlie Chaplin est une légende du 7e art, en particulier du cinéma muet. Acteur, réalisateur, compositeur, il a joué dans 81 films, dont Les Temps modernes et Le Dictateur. Après 40 ans passés aux États-Unis, le Britannique arrive en Suisse en 1952. Il s'installe ici, à Corsier-sur-Vevey. Il y restera 25 ans jusqu'à la fin de sa vie en 1977. La vie privée de Charlie aussi est riche et mouvementée. Il s'est marié 4 fois et avec sa dernière épouse, Ona O'Neill, il aura 8 enfants, dont 4 sont nés en Suisse. C'est très immersif, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, après une demi-heure de bus et de train, me voilà arrivé à Montreux, prix du billet plein tarif, 4,80 francs. Place maintenant une petite douceur, une spécialité du canton, le bouchon vaudois. Il s'agit d'un biscuit fourré de masse pralinée, chocolat noir et liqueur des Diablerets. Cette pièce m'a coûté 1,80 francs. Ça passe bien, on sent bien la petite liqueur des Diablerets. Si mes calculs sont bons, j'ai déjà dépensé 28,60 francs. Alors comme deuxième activité, je vais me promener sur les quais. C'est gratuit et c'est beau. C'est magnifique, c'est très beau. Grosse dédicace aux jardiniers. Voilà un moment que je marche et mes pas m'ont amené vers un château plutôt sympa. Un château plutôt connu, le château de Chillon. Prix d'une entrée plein tarif 13,50 francs. Je suis hors budget, mais je vais y aller quand même. Le château a d'abord été savoyard du XIIe au XIVe siècle, puis bernois du XIVe au XVIIIe siècle, et enfin vaudois depuis 1798. Le château a été édifié sur un îlot rocheux, une protection naturelle et un emplacement stratégique pour commander le passage entre le nord et le sud de l'Europe par le col du Grand Saint-Bernard. Je ne me souvenais pas qu'il y avait autant de salles et que c'était autant varié. Bilan, une très belle journée, mais pour la première fois de la série, je suis hors budget et pas qu'un peu. Avec 42 francs 10, je suis loin du seuil des 30 francs, je n'y suis pas allé de main morte et je vais purger ma peine ici au cachot avec du pain sec et de l'eau. Ça me servira de leçon pour la prochaine fois. À la semaine prochaine, ciao ciao, bye bye.